seconde partie en fait. Il y a tout le monde qui parle, mais il y a aussi une partie. Il y a une seconde partie. Voilà. Si vous voulez bien rester assis encore quelques minutes, et je te donne la parole, comme ça tu vas. Ce que tu veux. J'avais prévu de répondre à des questions. Voilà. Alors, je vais bien demander à Maurice Oslowski et à M. Kakelberg de monter sur scène. Voilà. Il y a une troisième chaise qui arrive. Merci. Bien. Après l'éloquence de ce qu'on a entendu, je viens vous parler plus modestement, mais de manière importante également. C'est le 35e anniversaire, le 3 octobre, de l'assassinat de mon beau-frère, Joe Vibrant. Et donc, on m'a demandé de parler de vous, de lui, qui était un fils d'artisan, immigré de Lituanie dans les années 30. Joe est né en 1940 et fut caché par une famille belge admirable, ne désirant pas être honoré. Joe sort de la faculté de médecine en 1965 avec le prix spécial de faculté. Entre 1970 et 1974, il travaille au Veteran Hospital de San Francisco. De retour en Belgique, il écrit sa thèse et le titre d'agrégé de l'enseignement supérieur lui est décerné en 1977. Il fonde le centre de transfusion à Croix-Rouge à Erasme et est nommé chef de service d'immunologie, hématologie, transfusion en 1982. Par la suite, il sera reconnu comme une sommité médicale internationale, investi notamment dans la recherche sur les lymphocytes en hématologie et en immunologie dans le sida. Au niveau communautaire, en 1988, Joe accède à 47 ans à la présidence du CCOJB. Il est assassiné 10 mois plus tard, le 3 octobre 1989, vers 18h sur le parking de l'hôpital Erasme. Ce meurtre, le premier à caractère antisémite de l'après-guerre, soulève une émotion considérable en Belgique. Plus de 5000 personnes, parmi lesquelles des ministres, dirigeants politiques, académiques et représentants des cultes, assisteront aux obsèques. Petite parenthèse personnelle concernant, dans le climat que nous connaissons aujourd'hui, je doute de la présence de toutes ces personnalités si ce meurtre avait eu lieu hier. Concernant l'assassinat, dès les premières heures, l'enquête est malmenée. Ainsi, personne ne juge utile de sécuriser les lieux et le parking est réouvert le lendemain matin. De même, le portrait robot de l'assassin, dressé par un ambulancier, n'a jamais été diffusé. La revendication arrive 2 jours plus tard de Beyrouth, signée du groupe Abu Didal. Les experts de la gendarmerie reconnaissent les traits propres à un attentat terroriste international. Pourtant, l'enquête n'avancera pas. Elle stagne pendant des années. Il faut attendre l'arrestation au Maroc en 2008 de Belirach, cerveau d'un réseau d'activistes soupçonnés d'appartenir à Al-Qaïda et de comploter contre le roi Mohamed VI. Belirach est condamné à la perpétuité. Durant son procès, il avoue 6 meurtres commis en Belgique, dont celui de l'imam de la Grande Mosquée et de Joe. L'imam parce qu'il avait rejeté la fatwa contre Salman Rushdie, Joe pour ses vues sionistes. En même temps, il dénonce celui qui, en sa compagnie, a tiré sur Joe. Cet homme, aux initiales A, M, n'a jamais été inquiété et vit toujours libre en Belgique. Suite aux aveux, le parquet fédéral fait enfin le lien entre les 6 assassinats et ouvre un dossier pour terrorisme.
Maître Hirsch, qui défend ma sœur et le CCOJB et partie civile, déclare que ces dossiers n'ont jamais été joints, malgré le fait que pour les 6 victimes, les mêmes armes ont été utilisées. Il faut savoir que, malgré ses activités au sein d'un groupe radical islamiste connu de la sûreté belge, Belirach est devenu belge en 2000 et dans la foulée, un informateur rémunéré. Vous comprendrez aisément que ceci va bloquer la machine judiciaire. Je vous passe les détails sordides dévoilés par le journaliste flamand Timmermans sur un marchandage qui aurait eu lieu entre le groupe Abonidal et l'État belge. Mais je tiens à ajouter que lors d'une perquisition chez Belirach, on a retrouvé, écrit de sa main, une liste de noms de personnalités juives, dont Joe. Par la suite, lors d'une commission rogatoire, Belirach affirmera que ses aveux ont été extorqués sous la contrainte et donc non recevables par la justice belge. L'accusé et son conseil n'ont jamais dévié de cette ligne dans l'attente des faits prescrits survenus le 24 décembre 2020. Nous aurions pu partir plaider l'affaire devant la Cour internationale de l'Haye. Mais malgré la colère et le dégoût ressenti, la résignation l'a emporté. Justice n'a pas et ne sera pas rendue en Belgique. Merci. Dernière chose, je me permets de remercier Eddy Kakelbert, qui, lors de la commémoration du 25e anniversaire, grâce à lui, à l'ULB, il y a quand même une plaque commémorative au Square G, et je le remercie. Dur d'enchaîner après ça, Raphaël Antoine. J'avais envie de commencer pourtant en vous disant, comme à toute la salle, à la veille de Rosh Hashanah, Shana Torah, bonne année, et en même temps en me disant, pendant tout ce que vous entendez nous rappeler de Camus, je me disais, voilà 5785 ans et plus, que les hommes et les femmes se souhaitent bonne année, un peu comme Sisyphe, en imaginant que l'année va être heureuse, elle l'est rarement, on vient de l'entendre, et pourtant ils continuent à se situer autour de cet espoir d'une bonne année. Donc, en gros, nous sommes camusiens et sisyphiens, un peu comme M. Jourdain, sans le savoir. Oui, on pourrait dire ça, oui. Il y a quelque chose de touchant dans les 12 secondes des 12 coups de minuit qui correspondent où soudain l'humanité fait la paix avec elle-même et se souhaite de tout son cœur une bonne année, avant, à la 13e seconde, de reprendre les choses exactement à l'endroit où elles les avaient laissées 12 secondes plus tôt. Il y a quelque chose de fascinant dans ce rite, dans ce rite, et en même temps, le fait que les années ne soient pas bonnes, doit-il nous dissuader de nous en souhaiter le contraire, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faut-il renoncer à se souhaiter une bonne année parce que l'année sera mauvaise? Je ne vois pas de raison suffisante de ne pas s'embrasser quand même. Mais il est vrai que le rite des bonnes années est une chose en soi fascinante et assez belle. J'avais envie de vous proposer quelques entrées que j'emprunte à l'abécédaire d'Albert Camus, de Marine Meissot. Celui-ci, à vrai dire, les révolutions fascistes du XXe siècle ne méritent pas le titre de révolution. L'ambition universelle leur a manqué. Mussolini et Hitler ont sans doute cherché à créer un empire et les idéologues nationaux-socialistes ont pensé explicitement à l'empire mondial. Leur différence avec le mouvement révolutionnaire classique est que dans l'héritage nihiliste, ils ont choisi de déifier l'irrationnel et lui seul au lieu de diviniser la raison. Du même coup, dit Camus, ils renonçaient à l'universel. Il n'empêche que Mussolini se réclame de Hegel, Hitler de Nietzsche. Ils illustrent dans l'histoire quelques-unes des prophéties de l'idéologie allemande. À ce titre, ils appartiennent à l'histoire de la révolte et du nihilisme. Les premiers, ils ont construit un État sur l'idée que rien n'avait de sens et que l'histoire n'était que le hasard de la force. C'est un extrait de l'homme révolté. C'est un extrait de l'homme révolté. Ça se trouve dans l'excellent abécédaire qui est réalisé par Marilyn Maezo, qui est la meilleure camusienne du monde, à mon sens en tout cas, qui est exceptionnelle. Et c'est un extrait qui renseigne, comme bien d'autres extraits de l'homme révolté, sur, en somme, l'ambivalence de la révolte pour Camus. L'ambivalence de la révolte, j'ai dit tout à l'heure que la révolte n'était pas le contraire de l'absurde, en tout cas n'est pas la négation de l'absurde.
mais la révolte elle-même, comment maintenir la révolte? Comment protéger la révolte des deux dangers qui la menacent, c'est-à-dire le conservatisme d'un côté et la révolution de l'autre, qui est en fait un conservatisme renouvelé? Comment éviter ce double écueil? Et c'est là que Camus théorise dans L'homme révolté ce qu'il appelle la pensée de midi, qui est vraiment absolument merveilleuse, parce que la pensée de midi, c'est à la fin de L'homme révolté, Camus... donc la pensée de midi, à la fin de L'homme révolté, culmine dans l'éloge de la mesure. Camus dit la révolte, c'est l'intransigeance exténuante de la mesure. Et alors on lit ça et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, Camus, c'est Bayrou, quoi. Voyez, en fait, Camus, c'est François Hollande, c'est quelqu'un qui vous dit oui, d'accord, mais enfin, tout de même. Voyez, qui à chaque question qu'on lui pose vous dit oui, mais non, mais oui. Voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et en fait, la mesure chez Camus, c'est ça que je veux dire ici. La mesure chez Camus n'a rien à voir avec un compromis. La mesure n'est pas l'œuvre de la synthèse. La mesure, c'est la chose la plus difficile qui soit. Pour une raison simple, c'est que l'une des choses que démontre L'homme révolté, c'est que les idées radicales, les idées révolutionnaires sont des idées bourgeoises. Ce sont des idées confortables. Ce sont des idées reposantes. Le molle oreiller de la radicalité permet de se reposer et de s'oublier soi-même. La véritable difficulté est dans la mesure. La véritable exigence est dans la mesure. Les pensées radicales sont des pensées qui se donnent bonne conscience, qui se vivent comme audacieuses, mais qui en réalité sont hyper consensuelles. Alors que la mesure seule est difficile. Et la grandeur de Camus, c'est de défendre la mesure non pas comme un compromis, mais comme la plus haute pointe éthique. Et c'est ça qui est magnifique chez lui. Il donne ses lettres de noblesse à l'idée de mesure. Donc il est très important, je dis ça parce que c'est très important de distinguer Camus d'une sorte de... Parce qu'à l'époque où il écrivait, notamment dans les années 50, on l'accusait d'être un penseur bourgeois. D'être un penseur bourgeois, d'être un penseur du compromis, justement, d'être un penseur de la bonne vie bourgeoise, etc., etc. Or, il n'en était rien. Et il n'y avait pas plus bourgeois que les gens qui lui reprochaient d'être bourgeois et qui avaient, eux, assis leur fauteuil dans le sens de l'histoire et qui faisaient fortune ou qui capitalisaient sur l'anticapitalisme. Bien sûr, ça. Bien sûr, ça. Pour ne pas le citer. Camus développe une éthique de la mesure, de la délicatesse, qui est extraordinairement difficile. Difficile et exigeante. Parce qu'elle suppose précisément le renoncement au goût de l'absolu. Il luttait contre le goût de l'absolu. Le goût de l'absolu dont Aragon disait que c'était une maladie plus répandue que la grippe, qui donnait pourtant à celui qui l'éprouve, le même Aragon est devenu stalinien 3 ans plus tard, une maladie plus répandue que la grippe qui donne aux gens qui l'éprouvent le sentiment d'être exceptionnels. Donc il faut lire Camus pour guérir du goût de l'absolu. Lorsque Camus, et peut-être là exagère-t-il l'intelligence du propos, mais lorsqu'il dit que Mussolini se réclame de Hegel et Hitler de Nietzsche, il y a un côté très désespérant, à la fois dans ce constat, si tant est qu'il se vérifie. J'enchaînerai donc en disant la philosophie ne soigne rien. Non, la philo ne soigne rien, sinon ce serait merveilleux. La philo guérit du désir de vouloir être guéri un jour. Elle vous soigne du sentiment qu'un jour vous allez être complètement guéri. Donc c'est déjà ça, si vous voulez. Elle vous guérit de la guérison. Il faudra souffler ça au prochain curé qui essaiera de me le dire. Mais la guérison, le rêve d'être guéri est une maladie plus répandue que la grippe, elle aussi. La philo guérit de ça, d'une certaine manière. Mais dans le cas d'Hitler et Nietzsche, on est en présence d'une falsification historique. Une falsification historique. Les textes de Nietzsche ont été falsifiés, ont été tronqués par sa sœur, qui elle-même était une nazie. Elle a délibérément détourné les textes de son frère, qui a donc été mal lu ou lu à cette aune, alors que Nietzsche est un antidote
au nazisme à tous égards. Hegel et Mussolini, ça se discute davantage. Mais on ne va pas entrer dans les détails maintenant, mais c'est plus compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Nietzsche la révolution nationale, si vous voulez, le national-socialisme n'est en rien inspiré ni dicté par Nietzsche d'une manière ou d'une autre. Si j'entamais sur ces chemins difficiles de la fois du fascisme et puis de ces personnages que l'histoire nous ramène, c'est parce qu'évidemment cette actualité que nous traversons aussi aujourd'hui, le domaine est terrible. Alors, je commencerai par vous dire, est-ce que le 21e va être au moins aussi désastreux que le 20e? Bah, ça commence bien. Oui. Ça commence bien, je ne connais pas l'avenir, ça commence bien. Camus d'ailleurs nous aide à penser ça. L'illusion serait de croire que nous vivons un moment temporaire, que nous vivons juste un moment de crise, que nous vivons une pulsion haineuse, bientôt soluble, dans une bonne humeur retrouvée. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est en train de devenir normatif. C'est pas du tout un spasme haineux auquel nous assistons. Ce sont des décennies de haine rentrée qui soudain s'expriment à plein jour et qui en plus, c'est la particularité de l'antisémitisme moderne. L'antisémitisme nouvelle façon est un antisémitisme qui se vit comme une amitié du genre humain. C'est-à-dire que, et ça c'est la grande différence avec le nazisme, les nazis assumaient une détestation métaphysique du juif comme tel. Bon, ils n'aimaient pas le juif parce qu'il était juif. Bien. Bon. Le Hamas persiste à vouloir se présenter comme la victime des gens qu'il rêve de tuer jusqu'au dernier. Ce petit fait-là change tout. C'est-à-dire que le Hamas, qui est un nazisme dopé aux sciences sociales, c'est un projet exterminateur identique, mais avec deux différences. La première, c'est qu'ils se vantent de leurs crimes alors que les nazis dissimulaient leurs crimes. Et puis la deuxième différence, c'est que le Hamas veut à tout prix se présenter comme la conséquence de quelque chose. La conséquence de quelque chose. C'est-à-dire, l'antisémitisme est ici présenté ou vendu comme un effet, comme l'effet d'une politique, et non comme une causalité autonome. Ce qui rend la chose beaucoup plus difficile à combattre. C'est beaucoup plus difficile de combattre quelqu'un qui, la main sur le cœur, se défendrait sincèrement d'être antisémite, tout en applaudissant des étudiants qui excluent des juifs d'un amphi, tout en parlant d'Israël comme une entité sioniste, tout en justifiant telle et telle prédation, tel et tel massacre, etc., tout en reprenant la rhétorique d'un groupe terroriste qui prévoit l'élimination de tout le peuple juif. Ce sont des gens qui, sincèrement, se défendent de tout antisémitisme. Et là, on est en présence d'une adversité redoutable, parce que c'est une adversité qui ne se connaît pas. Qui ne se connaît pas. Il y a des gens pour penser, par exemple, en France, suivez mon regard, que l'antisémitisme est devenu un phénomène résiduel. Merci, M. Mélenchon. Voilà. Oui. Il y en a en Belgique aussi. Non, mais il y a des gens, par exemple, et puis, vous voyez, c'est... alors, ce qui est intéressant, c'est de l'utilité, d'abord, de documenter. D'abord, l'époque est instructive. On apprend, on découvre que... comment dire, c'est l'argument des insoumis qui consiste à dire, si vous croyez qu'on est antisémite, faites-nous un procès. Puisque l'antisémitisme est un délit. Ce sont les mêmes qui accusent tout le monde de racisme, voire de harcèlement. Ce sont des délits aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des procès? Et puis surtout, il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi. Le type, l'abruti qui dit mort aux juifs dans la rue, il n'est pas courant, si vous voulez. C'est bon, il y en a 1, 2, 8. Mais bon, voilà. Mais en revanche, l'antisémitisme est une modalité beaucoup plus sournoise. Par exemple, quand vous reprenez la métaphore, l'imagerie des dragons célestes pour parler des juifs, c'est une imagerie soralienne, inventée par Alain Soral pour contourner la loi. Quand c'est repris par un député de la République comme David Guiraud, il ne tombe pas sous le coup de la loi. On ne va pas punir quelqu'un parce qu'il parle des dragons célestes, on ne fait plus que ça. De la même manière, quand vous montrez un clip avec Meyer Habib sous une marque de pizza cuite au four,
prison pour avoir dit ça. Seulement, vous pratiquez l'antisémitisme le plus crasse. Il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de les documenter. Il faut documenter toutes ces saloperies. Il faut documenter toutes ces saloperies parce que l'accumulation de ces saloperies laisse comprendre dans quel climat nous nous trouvons. Il faut documenter toutes ces saloperies et les dénis, c'est-à-dire à la fois le discours de l'antisémitisme résiduel et en même temps des gestes, des attitudes, des pratiques, des paroles, la reprise de tropes antisémites éculées comme le juif empoisonneur de puits ou bien le juif financier. Il faut absolument documenter tout cela pour prendre la mesure d'un antisémitisme qui aujourd'hui, encore une fois, et c'est ça qui est fou, c'est un antisémitisme qui ne se vit pas comme un antisémitisme. Et ça, c'est fou. Un antisémitisme qui ne se vit pas, qui se vit comme une amitié du genre humain. Il faut tendre en permanence aux gens qui raisonnent comme ça un miroir bien fidèle. C'est une des façons de lutter. L'issue de la lutte, je ne la connais pas. Mais en revanche, les méthodes, oui. On a évidemment historiquement visé la droite et l'extrême droite pour être porteuse de ce genre d'idées, la gauche ayant été lobotomisée, oubliée pour partie qu'elle en était porteuse. Je vais citer une entrée, et puis je dirai de qui il s'agit. Imaginez une définition de dictionnaire, le mot juif. Race qui refuse de s'assimiler, il faudra ou les renvoyer en Asie ou les exterminer. Dit comme ça, on se dit signé Goebbels, Hitler, pas du tout. Proudhon. Alors le siècle, on trouve vécu en disant que le 19e était un siècle antisémite, mais il y a aujourd'hui encore beaucoup de trous de mémoire comme dans Gruyère. La gauche n'est pas immunisée contre la haine, effectivement. La gauche n'est pas immunisée contre la haine, mais en revanche, elle lui donne des contours plus chatoyants, des contours plus agréables. Elle présente la haine comme causée. Elle considère que la haine est causée. Par exemple, quand Judith Butler présente le 7 octobre comme un soulèvement légitime, consécutif à 75 ans d'occupation, c'est ce qu'elle dit, l'objet de son analyse, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle se présente comme analysant le phénomène davantage, c'est-à-dire comme faisant un effort de compréhension, d'intelligence. Et la conséquence de cet effort de compréhension, c'est un déni massif. C'est le déni spectaculaire de ce qui s'est passé le 7 octobre. De la même manière, quand les insoumis disent le 7 octobre n'est pas du terrorisme, ce sont des crimes de guerre, et même s'empresser de parler de terrorisme à propos de l'explosion des beepers du Hezbollah, mais le 7 octobre, en revanche, le massacre de 1200 civils, là, c'était pas du terrorisme. Dans cette minoration gravissime de ce qui s'est passé, se trouve la matrice du pire. Mais c'est une minoration qui se vit, encore une fois, ce sont des gens qui disent « je ne suis pas antisémite, j'aime pas les nazis ». Je ne suis pas antisémite, je me suis opposé à la nouvelle édition de Mein Kampf. Je suis tellement pas antisémite que je suis contre la publication des pamphlets de Céline. Comme si c'était ça le problème aujourd'hui. Comme si le problème, c'était les pamphlets de Céline. Comme si le problème, c'était les gens qui allaient devenir antisémites en lisant Bagatelle pour un massacre. Donc, c'est cette difficulté qui me paraît redoutable. L'antisémitisme, comment dire, l'une des particularités de l'antisémitisme, c'est qu'elle peine, c'est que c'est une haine qui peine à identifier son objet. Le racisme ordinaire s'appuie sur l'objectivité d'une différence. Mettons que vous soyez blanc, vous n'aimez pas les noirs, c'est pas malin, mais vous vous appuyez sur une différence que vous n'allez pas résorber. De la même façon, si vous êtes noir, vous n'aimez pas les blancs, c'est pas malin non plus, mais bon, vous n'allez pas devenir blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de l'ordre du différent. En revanche, si vous êtes jeune et que vous n'aimez pas les vieux, c'est vraiment très con. Parce que là, c'est pas, vous croyez détester le passé, en fait, c'est votre avenir que vous détestez. Et quand vous n'aimez pas les juifs, eh bien, vous êtes bien embêté. Vous êtes bien embêté parce que le juif est indiscernable. Le juif a la tête de l'humain. Si ça se trouve, il y a des juifs dans la salle. Qui sait? On ne le sait pas. Et c'est intéressant parce que ça prouve, l'antisémitisme de ce point de vue d'ailleurs, a particulier, je trouve, avec l'homophobie. C'est-à-dire que c'est une détestation qui, connaissant mal son adversaire, ayant du mal à saisir l'objet de sa haine, s'attache à le définir,
à lui attribuer des caractéristiques, à lui attribuer des signes distinctifs, ou à se le représenter comme une cinquième colonne à l'intérieur de l'État, parce que c'est un être sournois. La meilleure preuve qu'il est sournois, c'est qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Si ça se trouve, on en est nous-mêmes. Et donc il y a dans l'antisémitisme, l'antisémitisme est très intéressant. D'abord, on n'aura jamais fini avec, mais surtout, il y a, je trouve, dans l'antisémitisme quelque chose d'intéressant, c'est la source de toute haine. C'est le fin mot de la haine. La haine est incausée. La haine n'a besoin que de prétexte. C'est comme la jalousie avec l'infidélité, si vous voulez. La jalousie n'a pas besoin de l'infidélité. De la même façon, la haine n'a pas besoin du juif. L'antisémitisme n'a pas besoin du juif. Seulement, on a besoin de l'inventer. On a besoin de s'attribuer rétroactivement une cause. Donc, c'est un renseignement sur la valeur incausée de la haine, l'antisémitisme. De là, l'utilité de travailler dessus et l'importance de, si j'ose dire, déjudaïser le combat contre l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas... La tendance de l'époque est de dire, si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas parler de négrophobie, si vous n'êtes pas arabe, vous ne pouvez pas parler d'islamophobie, si vous n'êtes pas homo, vous ne pouvez pas parler d'homophobie, si vous êtes juif, vous ne pouvez pas parler d'Israël, ça c'est une autre histoire. Mais si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas parler de négrophobie, c'est-à-dire l'époque est prompte à confondre l'identité avec un diplôme, en somme. À confondre, à faire comme si nos souffrances ou les souffrances de nos ancêtres avaient valeur de diplôme, et donc à réduire un malheur à la communauté qui l'a souffert, alors que c'est l'affaire de l'humanité entière. Donc il y a, dans le combat contre l'antisémitisme, un double combat à mener contre une détestation et contre, malgré tout, la tentation communautaire qui va avec et qui est bien naturelle, dont j'éprouve moi-même la chaleur depuis le 7 octobre, la chaleur réconfortante, mais qui pourtant me paraît devoir être combattue aussi, pas au même titre, mais également aussi. C'est-à-dire, il est important de rappeler que c'est une cause universelle. Il est important de rappeler que c'est l'humanité entière et qu'ici, les Juifs ne sont que les premiers, en fait. C'est juste l'avant-garde de ce qui attend, de ce qui nous attend. Donc je trouve essentiel de pointer ces particularités, cette haine si singulière, si vieille et tellement indéracinable qu'elle mérite qu'on l'étudie. À ce propos-là, une évocation de ce qui s'est passé récemment en Belgique, parmi tant d'autres choses. Un pseudo-primitif venu du nord du pays, qui se croit chroniqueur régulièrement dans un journal qu'on catalogue, dans un magazine qu'on catalogue à gauche, Humo pour ne pas le citer, s'est cru autorisé à dire après cet octobre, je suis tellement en colère que je planterai bien un couteau pointu dans la gorge du premier juif de tout juif que je croiserai dans la rue. Éditeur responsable, bon, tout ça se défausse, d'aucuns ici s'occupent du cas. Ce qui a été plus intéressant, c'est que lorsque quelques-unes et quelques-uns, et je suis journaliste, nous avons tenté d'interpeller le conseil de déontologie journalistique du côté flamand, ça c'est la Belgique, on nous a répondu, mais votre plainte individuelle est parfaitement irrecevable, dès lors que votre nom n'est pas cité dans l'article. Donc il lui fallut une liste complète des juifs qu'il aurait voulu pointer pour que ceux-là puissent, et seuls ceux-là, puissent s'en plaindre. Et on m'a rajouté, d'ailleurs, comment pourriez-vous démontrer votre judaïsme? Nous en sommes là. Vous en êtes là. Oui. Vous en êtes là. Vous avez toujours un coup d'avance sur nous. Je crois que Mélenchon a des coups d'envers. C'est extraordinaire. Peut-être Mélenchon va-t-il demander l'asile politique en Belgique. Écoutez, nous avons déjà le roi, nous venons d'avoir le pape, s'il vous plaît, gardez Mélenchon. Voilà, nous en sommes là, mais revenons pour l'essentiel à Camus. Je voudrais encore vous lire une entrée sous le titre Fraternité, parce qu'il ne faudrait pas repartir avec toute la désespérance du monde. Il dit « Nous devons lutter contre l'injustice, contre la servitude et la terreur, parce que ces trois fléaux sont ceux qui font régner le silence entre les hommes, qui élèvent des barrières entre eux, qui les obscurcissent l'un à l'autre et qui les empêchent de se retrouver dans la seule valeur qui puisse les sauver de ce monde désespérant, la longue fraternité des hommes en lutte contre leur destin. » C'est dans le temps des meurtriers. On peut encore y croire à cette longue fraternité des hommes en lutte contre leur destin? J'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que y a un texte de Camus qui exprime ça, je trouve, la longue fraternité, j'adore. Camus a le génie des adjectifs.
il a le génie des adjectifs. La longue fraternité. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. La longue fraternité. Il a le génie des adjectifs. Le style de Camus, il y aurait des études à faire sur les épithètes chez Camus. Mais il y a un passage dans Le Premier Homme, donc le manuscrit inachevé, inabouti, qu'on a trouvé dans la voiture. Il y a un passage dans le Premier Homme où le narrateur, qui s'appelle Jacques Cormery, JC, né dans une étable, le Premier Homme, donc Jacques Cormery, se retrouve au cimetière de Saint-Brieuc, devant la tombe de son père. Et l'histoire est vraie, c'est arrivé à Camus. Son père est mort pendant la Première Guerre mondiale. Son père est mort quand il avait 29 ans. Et l'homme qui se trouve devant la tombe de son père a lui-même 40 ans. Et il comprend qu'il est plus vieux que son père pour l'éternité. Et que le premier homme, c'est aussi cela. C'est aussi être l'aîné de son ancêtre. C'est aussi être et par là même, le garant et le protecteur des morts et des suivants. C'est-à-dire que le premier homme, c'est celui qui remet le temps. Le temps est sorti de ses gonds quand un père meurt plus jeune que son fils. Le premier homme est celui qui remet le temps à l'endroit, en s'occupant des morts comme des vivants, en étant le comptable de cette longue fraternité dont il n'est qu'un maillon. Et ce passage, qui est un des plus beaux textes de Camus, sur ce moment dans le cimetière de Saint-Brieuc, cette longue méditation devant la tombe, est un... Comment dire? C'est un humanisme qui fait l'économie des principes, qui fait l'économie des grands principes. Vous voyez, Camus, c'est un humaniste qui ne se donne aucune valeur absolue. Qu'ai-je à faire, dans le dernier texte que vous avez entendu, extrait de Noces, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. À l'échelle humaine, nous devons penser à hauteur d'homme, et ne pas nous donner des principes absolus. La grande erreur pour l'humanité consiste à se donner des principes plus grands que son caractère. Je ne sais pas si je vous réponds. Je vous réponds ça. En tout cas, ça donne matière à réflexion. Je vais encore vous proposer deux entrées. Et puis, on va se retrouver autrement, dans verre, par exemple. Il y a un mot important aussi dans La Peste, en 1947, c'est le mot bêtise. Il dit quand une guerre éclate, les gens disent ça ne durera pas, c'est trop bête. Et sans doute une guerre est certainement trop bête. Mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Il y a un personnage dans La Peste qui est très intéressant pour ça. J'ai jamais compris d'ailleurs pour quelle raison Camus avait toujours une dent contre les concierges. Il n'y a pas un roman où il ne se paye pas un concierge. Dans L'étranger, il boit un café au lait, il fume une clope avec le concierge devant le cadavre de sa maman, lequel concierge le balance ensuite au juge, etc. etc. Et dans La Peste, il y a alors dans La Chute, Clamence se propose à plusieurs reprises d'exterminer, de décapiter, d'émasculer son concierge. Et dans La Peste, il y a un concierge très intéressant, Monsieur Michel. Et alors, Monsieur Michel, c'est la figure même de la bêtise. Monsieur Michel, au début de La Peste, il voit 2 rats morts dans son couloir de son immeuble. Or, Monsieur Michel est formel, son couloir est parfaitement nettoyé, il ne peut pas y avoir de rats ici, ou alors ça veut dire qu'on les a déposés. Que fait donc Monsieur Michel? Il prend les 2 rats par la queue, il se met devant sa porte et il tient les 2 rats par la queue comme ça, dans l'espoir que, puisqu'il tient les rats par la queue, le coupable ait honte et se dénonce. Bon, ça n'a pas cet effet-là. La conséquence, en revanche, c'est que M. Michel est le premier à mourir de la peste. Et en mourant de la peste, que dit M. Michel? Les salauds, ils m'ont eu. Et la bêtise est là. La bêtise est là. La bêtise est là dans le fait de faire au monde le procès de sa propre sottise. La bêtise est là dans l'irresponsabilité majeure
de celui qui s'évertue à trouver une cause au malheur qui est le sien et qui va la chercher ailleurs que dans son propre comportement. Donc, quand on dit, vous savez, Camus est-il écrivain, philosophe, etc., il est pleinement philosophe quand il est écrivain, il est pleinement écrivain quand il est philosophe. C'est la distinction entre les deux. Il a rendu caduque la distinction entre les deux. Ces romans ne sont pas des livres à thèse, ce sont de vrais romans. Ce sont de vrais romans merveilleux qui emballent la réflexion, mais à la façon, qui donnent à la réflexion le rythme des affects. Il donne à la réflexion le rythme des affects. Au lieu de créer des personnages artificiels, il donne au fait de réfléchir la célérité d'une affection, d'un sentiment, et c'est ça qui est formidable avec lui. Donc il incarne profondément la réflexion. Donc quand on parle de bêtises, on parle de M. Michel. Et dernier élément, dans L'homme révolté, globalement, Camus nous dit l'homme révolté est celui, vous savez, qui dit non, mais qui aussitôt se lève et propose. Est-ce que l'on a cette force en nous de refuser ou d'accuser réception de l'absurde de la vie et en même temps de proposer? C'est même plus fort que ça. Il commence L'homme révolté en disant l'homme révolté, c'est un homme qui dit non. Mais en amont du refus qui est le sien, c'est un homme qui dit oui. L'homme révolté, ça, cette intuition est prodigieuse. C'est tellement simple et tellement fort. L'homme révolté dit oui avant de dire non. Quand la révolte dit non avant de dire oui, elle peut naturellement se coaliser. Prenez par exemple les Gilets jaunes. Il y avait dans les Gilets jaunes, on a bien insisté dessus, c'était une coalition disparate. Il y avait de tout, des anarchistes, des royalistes, des insoumis, des ce que vous voulez, il y avait de tout. Il y avait de tout. C'était des gens qui étaient coalisés par une détestation commune. Donc en gros, ils détestaient la même personne. Donc ils avaient dit non avant de dire oui. Quand il s'est agi de dire oui, c'est-à-dire de proposer quelque chose aux européennes, il n'y avait plus que Francis Lalanne. C'est peu. C'est peu. C'est peu. C'est vraiment pas beaucoup. Et donc ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que une révolte qui dit non avant de dire oui est une révolte qui se donne les moyens de ressusciter indéfiniment. Le mécontentement est infini, on a toujours des raisons de dire non, et on pourra toujours s'entendre avec l'antipode qui dit non comme nous. Donc, tant qu'on dit non avant de dire oui, on peut se coaliser à l'infini, mais on ne donne pas de projet. Le rejet l'emporte sur le projet. Quand on dit oui avant de dire non, ça veut dire qu'on se révolte pour quelque chose. Ça veut dire que la révolte s'impose à elle-même, la limite. Ça veut dire que la révolte est un amour, qui est la grande leçon des justes. La révolte est un amour, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas sacrifier les enfants. La révolte est un amour, et surtout, elle se donne à elle-même des limites, elle s'impose à elle-même l'effort de se donner un contour et des limites. De ne pas seulement proposer un monde qui soit le négatif de tout ce qui nous déplaît dans le monde où nous vivons. La révolte se donne un but, un objectif. Donc c'est essentiel de pouvoir dire oui avant de dire non. L'homme révolté dit oui avant de dire non. Et c'est ça qui est extraordinaire. La détestation, le combat doit s'appuyer sur un projet. Il ne peut pas être à lui-même sa propre fin. Et ça, c'est la grande trouvaille de l'homme révolté qui rendait Camus insupportable aux Sartriens et aux Staliniens de son époque. Il vivait dans un monde où les gens étaient convaincus que l'histoire allait l'emporter sur la nature. Camus, lui, qui aimait se promener au milieu des ruines, savait que les civilisations sont périssables. Et ce savoir que la nature finit toujours par l'emporter sur l'histoire, lui permettait de ne pas devenir fou. Avoir Antoven et Camus dans un cours de philosophie appliquée à la citoyenneté, quel rêve, n'est-ce pas? Merci.